Ok, bienvenue dans ce nouveau podcast, donc le Cercle des Meufs qui osent. Aujourd'hui, nous recevons un homme parce que nous, dans le Cercle des Meufs qui osent, justement, on ouvre la porte à tous, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Chaumont. Et nous sommes ravis. Bonjour Christophe. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Écoutez, c'est nous. On est honorés que tu aies osé justement venir à notre podcast qui s'intitule Le Cercle des Meufs qui osent. C'est vrai, venir au cercle des meufs qui osent, quand on est un homme, ça fait un peu peur. Mais, et alors du coup, pourquoi tu as accepté alors du coup ? J'adore les enjeux, j'adore travailler avec Vanessa, donc voilà, donc c'était naturel que je vienne vous rencontrer. Parfait. Écoute, franchement, on est honorés, c'est vraiment avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup Christophe, et sans attendre, parce que tout le monde se demande, mais qui est Christophe Chaumont ? Mais oui, mais qui est Christophe Chaumont ? Donc, pour commencer ce podcast, on a l'habitude de présenter un petit portrait. Donc, voici le portrait de Christophe Chaumont. Donc Christophe, tu as commencé ta carrière en 1998 en tant que comptable dans le secteur financier, avant de te rendre compte que ce domaine ne répondait pas à tes attentes. En quête de changement, tu t'es orienté vers le développement de sites internet en 2001, marquant ainsi ta première reconversion professionnelle. Après avoir travaillé 5 ans comme technicien développeur, tu as poursuivi des études en informatique, obtenant un Master 2 en audit des systèmes d'information en 2006. Ta carrière ne s'est pas arrêtée là, bien entendu. Tu as ensuite évolué vers la sécurité informatique, avec des postes à responsabilité, notamment en tant que responsable de la gouvernance de la sécurité chez Natixis, puis RSSI, tu vas nous expliquer ce que c'est, oui. Chez Groupama. Après une rupture conventionnelle en 2011, tu as intégré AXA IM dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Là où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs à cette époque-là. En 2016, tu as pris un nouveau tournant vers les ressources humaines en devenant délégué syndical et secrétaire du CSE chez AXA IM, marquant encore une fois une nouvelle reconversion. En 2020, tu as ajouté une dimension plus personnelle à ce parcours en te formant à la médiation avec le soutien de ton entreprise. Ce parcours, il est caractérisé par des transitions réussies dans des domaines variés qui vont de la compta à l'informatique, puis à la sécurité des systèmes d'information, puis aux ressources humaines et au bien-être. Long fil rouge, quand même. Extraordinaire, c'est riche de changements. Et justement, la question pour laquelle on t'a fait venir, c'est la reconversion. Toi, tu es on va dire, le chef des reconversions. Et qu'est-ce que les reconversions que tu as faites ont jalonné ton parcours, en fait? Une carrière professionnelle, c'est pas une simple ligne droite. Pour moi, c'est trouver en fait l'intérêt dans son métier et être toujours curieux et aimer aussi l'aventure. Et dans mon parcours, j'ai eu ces opportunités de pouvoir faire des formations qui m'ont aidé aussi à faire des reconversions. La formation dans carrière professionnelle, en fait, est essentielle pour pouvoir évoluer. Et ça m'a permis, en 2001, avec la bulle Internet, de pouvoir faire une formation sur du développement informatique alors que j'étais comptable de formation. Et ensuite pouvoir intégrer en fait le service informatique et changer de carrière, mais avec des acquis. Alors quand on est informaticien et qu'on n'est pas ingénieur, c'est compliqué d'évoluer. Ah oui, donc, c'est ça. C'est un sacré challenge, quoi. Tu passes quand même dans une autre sphère, on va dire. Exactement. Bon, c'est aussi une remise en cause et un challenge personnel, puisque on ne sait pas en fait vers quoi on va évoluer et comment ça va se passer. Mais les challenges, en fait, il faut pouvoir les surmonter et c'était pour moi essentiel pour évoluer pendant tout mon parcours professionnel. Ça m'a permis d'appréhender ce que c'était que l'informatique et voir en fait que sans diplôme d'ingénieur, c'était limité. Donc il a fallu que je reprenne mes études.
me renseigner, de savoir ce qui était possible, la VAE, et retourner sur les bancs de la fac. Moi, je trouve que le parcours est quand même assez dingue. Enfin, on vient de le dire, c'est quand même assez riche, assez varié aussi. Et tout ça, moi, j'ai une question en fait qui me vient tout de suite, parce que la reconversion, oui, éventuellement la formation, oui aussi, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu as eu peur ? Il y a eu des doutes. J'ai eu des doutes puisque c'est toujours difficile de se dire qu'on va évoluer vers le meilleur alors qu'on a déjà installé sur son poste. Et quand on change comme ça complètement d'orientation, c'est une remise en cause. Et se dire que la marche à gravir est peut-être un peu audacieuse, mais avec de la volonté, on y arrive. Et puis on s'aperçoit que quand on est bien entouré, ça peut se faire. C'est ça que j'allais rebondir, effectivement. Est-ce que tu as été accompagné par tes proches, justement, sur ce parcours ? Est-ce qu'ils ont toujours été présents ? Alors, jusqu'en 2016, oui, j'étais bien accompagné par mes proches, par aussi les ressources humaines qui m'ont aidé aussi souvent à trouver des formations. Et l'opportunité aussi de trouver un poste dans la même entreprise, de se dire on peut évoluer aussi en interne. Au sein d'une même entreprise. Voilà. Et quand on est dans un grand groupe, comme je l'étais à cette époque, je suis passé de la comptabilité à l'informatique, à l'audit, tout en restant dans la même entreprise. Donc c'est possible. Oui. Il faut par contre beaucoup de volonté, de recherche personnelle, de savoir quelle est la meilleure école, qu'est-ce que ça va m'apporter, quel est le next step après d'avoir un diplôme, puisque c'est bien d'avoir un diplôme, mais après, il faut pouvoir aussi... Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et tout ça, il faut avoir une petite longueur d'avance, de se dire, je fais ça pour obtenir ça. Et quand on a ça en tête, voilà, on se dit qu'on a un objectif à atteindre. Une fois qu'on l'atteint, c'est une marche de gravier, puis après, on apprend en marchant aussi, donc des fois, c'est compliqué. Le plus dur, ça a été dans ma reconversion, quand je suis passé de la sécurité informatique à prendre un mandat social dans mon entreprise. En 2016, c'était un choix, un choix vraiment raisonné, parce que c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Parce que j'avais envie d'être utile dans ma société et pour les collaborateurs. Et là, de se dire, je vais être délégué syndical, c'est pas un métier. On n'apprend pas à être délégué syndical, c'est plutôt une conviction. Oui. Voilà, donc ça, c'était être un choix. Au service des autres. Et je l'ai fait très jeune, puisque j'avais 43 ans, et je me suis dit, OK, on m'a dit, les proches me disaient, mais tu iras plus tard, quand tu seras proche de la retraite. Et je dis, non, mais là, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. D'accord. Et je ne vais pas attendre. C'est maintenant. Voilà, c'était maintenant. C'est maintenant. Donc tu as osé. Tu as osé, en fait, franchir ce pas-là, d'avoir cette casquette syndicale qui est quand même pas facile toujours à porter, puisque voilà, tu fais pas toujours plaisir à tout le monde, on va dire. Donc c'est bien d'avoir osé de franchir ce pas-là. Donc Vanessa, tu veux rebondir. Qu'est-ce qui a été fondateur pour toi ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, voilà, moi, ce mandat syndical, et même question après, parce que tu t'es tournée vers ton parcours de médiateur, tout ça, ça a été un peu la première marche, ce mandat. Tu peux nous en dire plus après sur comment ça s'est... dans ma carrière professionnelle, comment tu as cheminé quand j'ai commencé à travailler sur le collectif et à aider les collaborateurs qui étaient en difficulté, je me suis dit, là, il y a un intérêt. Au-delà en fait de se dire on a un mandat, voilà, il y avait quelque chose de réel et concret. Si je peux juste, justement, est-ce que ton parcours qui a fait que tu t'es reconverti, est-ce que ce mandat syndical, c'était pas ce que tu portais en fait en toi, puisque en tant que, comme tu t'es reconverti, tu t'es dit c'est possible, peut-être de le transmettre aussi aux autres, il n'y avait pas cette volonté-là ? Il y avait certainement cette volonté de pouvoir être utile et de dire c'est possible, en fait. C'est possible. Et quand j'ai commencé à accompagner les collaborateurs en détresse, à négocier des accords, je me suis dit, on a un vrai rôle à jouer dans l'entreprise. Et j'ai pris toute l'importance, en fait, de tenir une section syndicale, puisque c'est pas évident. On n'a que des mandats, c'est pas un métier.
Et on apprend sur le tas, là. Donc, c'est très compliqué. Encore une compétence que tu as acquise, en fait. Ouais, ou que j'avais en moi et que, voilà, j'ai développé. Que tu as développé. Et c'était vraiment un challenge, mais très intéressant, puisqu'en fait, là, on est dans les relations humaines. Mais tu parlais en fait de difficultés, et on peut parler un peu de discrimination. C'est vrai que le syndicalisme aujourd'hui n'a pas une image de personnes qui sont dans la négociation, et c'est vrai que ça peut bloquer certaines personnes. Et ça peut bloquer des carrières aussi. Et ça peut bloquer des carrières, tout à fait. Donc, et toi, au contraire, j'en ai fait un atout. T'en as fait un atout. T'as fait une force de ça, en fait. Pour montrer que l'image syndicale, c'était pas une image de personnes qui vont brûler des pneus et contre la direction. Au contraire, je pensais qu'en fait, on est dans le même bateau, finalement, quand on est dans une entreprise. C'est pouvoir négocier, pouvoir dialoguer pour que tous ensemble, on puisse avancer, et avec la stratégie qui est donnée par la direction, mais avec un dialogue social qui nous permet d'assurer en fait que les collaborateurs se sentent bien. D'accord, c'est très intéressant, et surtout, c'est principalement sur un modèle, dans le nord de l'Europe. Ce genre de modèle, il existe beaucoup en fait. Effectivement, ce syndicalisme de dialogue entre la direction, les employés, etc., il fédère plus qu'il ne clive en fait. Tout à fait. En Allemagne, le syndicalisme, c'est pas tabou. Au contraire, c'est quelque chose qui est important, puisqu'en fait, chaque salarié doit se syndiquer. On parle de la cogestion. Donc, au plus haut niveau de la direction, les syndicats discutent avec la direction, ce qui permet de faciliter après la mise en place opérationnelle. En France, il y a toujours eu un frein à mettre en place les syndicats au plus haut niveau. Et donc, on arrive toujours un petit peu en revendication. Mais ça commence à changer. Bon, tant mieux. Et justement, vas-y Vanessa. Justement, est-ce que tu penses que la médiation, parce que maintenant c'est aussi une corde supplémentaire à ton arc, comment tu vois ça par rapport à ton parcours ? Sur quoi tu as pu t'appuyer, et qu'est-ce que tu as envie d'apporter aussi avec cette nouvelle casquette ? Alors la médiation, comment j'y suis arrivé ? J'y suis arrivé parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans nos métiers de représentants du personnel, on était très proche des salariés, mais quand ils étaient déjà en difficulté. Et que la gestion de conflits dans les entreprises, elle était mal gérée. Donc la médiation, ça permet pour un collaborateur de trouver une personne externe qui va pouvoir l'aider à retrouver un équilibre avec soit son manager, soit un collègue, et remettre de la communication où là, il y avait des blocages. Ce qui permet aussi pour les ressources humaines de s'assurer qu'en fait, ils vont pouvoir garder les collaborateurs, qu'ils ne vont pas partir pour les mauvaises raisons. Et je pense que c'est un rôle important aujourd'hui pour les DRH 2.0, d'avoir des médiateurs en interne pour faire de la rétention des savoirs et remettre un petit peu de communication. Tout le monde est gagnant, et surtout, je pense, Vanessa, tu ne vas pas peut-être me contredire, par rapport avec les nouvelles perspectives de RSE actuelles, je pense que le médiateur est quand même au centre, en fait, un peu être au centre de ce jeu-là, en fait. C'est clair. En tout cas, dans la RSE, il y a recherché de façon un peu vertueuse, mettre ensemble les acteurs autour de l'environnement, d'une montée en puissance de la partie sociale, en tout cas dans la création de valeur. Et c'est sûr que les outils de la médiation, en fait, c'est les outils de gestion de conflits, c'est aussi rapprocher les parties, c'est toute cette mécanique-là. Toi, tu penses que dans la société, il y a vraiment de l'espace pour la médiation ? De plus en plus. Ouais. Pourquoi ? Parce que depuis le Covid, on voit qu'en fait, que les personnes dans les entreprises qui ont travaillé seules pendant 1 an et demi, quand ils reviennent à retravailler sur site, il y a du conflit. Et les nouveaux modes de travail sans bureau individuel, mais sur open space, ne facilitent pas en fait la communication. Et donc,
on a un vrai rôle à jouer. T'es un peu un Superman en fait. Hein, t'es là. Pas Superman, Tu arrives. j'aimerais Non, bien. mais moi je suis désolée, je vois ça de l'extérieur, je me dis voilà, il y a quelqu'un qui arrive, il y a deux pôles, et puis toi t'arrives et tu fais ce rôle parce que qui est pas évident, je pense, enfin vraiment. Et donc du coup tu permets à tout le monde de libérer la parole parce que je pense que c'est souvent ça, je pense, hein, qui bloque en fait les problématiques. Donc du coup, moi, je te vois comme un Superman, en fait. Alors, le médiateur, en fait, c'est pas un Superman, c'est juste un maestro qui essaye de mettre en musique, en fait, deux personnes qui sont bloquées sur leur position et qui n'arrivent plus à communiquer. Ouais, c'est bien. Et j'ai des exemples parlants, en fait, d'une personne qui arrivait dans son service et puis son responsable lui avait pas adressé la parole, lui avait pas dit bonjour et il lui avait pas proposé un café. D'accord. Et de ce petit rien du tout, c'était créé en fait un fossé et puis au bout de 6 mois en fait ils se parlaient plus, ils avaient du mal à travailler ensemble. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a eu un déclencheur d'une communication qui était minime et voilà donc ouais, juste un petit truc et donc toi voilà, hein, ça peut prendre des proportions qui font que les personnes prennent pas des engagements mais une sortie d'entreprise, pas pour les bonnes raisons, c'est parce qu'en fait ils se sentaient plus à leur place avec un management qui était plus à l'écoute. Et pour toi, c'est quoi les meilleurs outils à utiliser dans la médiation ? Comment tu te prépares ? Sur quoi tu te reposes ? C'est quoi ta méthode ? Parce que chacun fait un peu sa méthode chez les médiateurs. Oui, alors l'écoute active, la bienveillance, c'est primordial pour être sûr de bien comprendre la partie émotive de la personne, savoir ce qu'elle ressent et pourquoi il y a ce blocage. En fait, toi, ce que je ressens, parce que je ne te connaissais pas en fait avant, c'est effectivement, t'aimes les gens en fait. Bah, si on est médiateur, mais c'est délégué syndical, on aime. Ah ouais. Mais c'est très enrichissant d'aider les autres dans l'entreprise qui sont souvent en difficulté, voire même en détresse. C'est vraiment un rôle qu'on doit jouer tous en tant que partenaires sociaux. Et t'apporterais quoi si tu pouvais, je sais pas, tu avais une baguette magique et dans l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui ou dans une autre, hein, peu importe, ou dans une médiation, tu créerais quoi pour que la médiation, ça fonctionne, pour que Finalement, quand on parle de médiation, c'est qu'on parle de gestion des conflits, de rapports aux humains, C'est mon bâton de pèlerin. Je milite avec les DRH de mon groupe ou à l'extérieur pour que la médiation soit mise en place dans des accords, comme la QVTC, qualité de vie au travail, pour qu'en fait, ça soit un outil pour le collaborateur qui, lorsqu'il se sent en difficulté, puisse activer en fait cette médiation et retrouver de la sérénité dans son poste. Je pense que ça prend forme. J'ai rencontré des belles entreprises qui sont déjà... C'est ça la question que j'allais te poser. Ouais. Est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles ça a été testé, ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte ? Le groupe La Poste l'a mis en place très très tôt suite à des tentatives de suicide et c'est vrai que là c'était des sujets très lourds et là ils sont à un niveau de médiation qui plus de 300 médiations par an avec une direction de la médiation et de la QVTC. Donc on voit qu'il y a des entreprises socialement responsables qui avancent sur ce sujet et j'espère que des grandes entreprises comme la mienne prendront pas pour que ça puisse émerger et que les collaborateurs se sentent encore mieux dans l'entreprise. Et c'est notre rôle. Ouais, je comprends, ouais. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tes reconversions, parce que je dirais, il ne faut pas dire ta, hein. Faut dire tes reconversions, t'amènent aujourd'hui à être donc du coup un médiateur et un acteur en fait à part entière donc de différentes sociétés et qui t'ont permis en fait de créer quelque chose de complètement, on va dire neuf, parce que les médiateurs ça existe depuis à peu près quand ? Vraiment ? C'est assez récent, hein. C'est assez récent. La médiation en tant qu'outil, elle existe depuis longtemps, hein, mais c'est avec toute la communication non violente,
je dirais la fin des années 80, 90, où vraiment on a commencé à en parler un peu plus, mais comme outil dans la gestion des entreprises ou dans relationnel, parce que dans les associations, certainement dans les syndicats aussi, peut-être que même dans ton propre syndicat, c'est utilisé, ou pas d'ailleurs. Ça devrait. Voilà, mais finalement, est-ce que c'est pas plus facile d'entrer en conflit que d'essayer de le désamorcer dès les premiers signaux? Ça, c'est une question pour toi. C'est primordial. On voit qu'en fait, il y a la montée de la violence, on le voit un peu partout, et des conflits, il y en a de plus en plus. Et donc, avoir les bons outils et les mettre en place quand c'est nécessaire, c'est primordial pour assurer en fait un climat social apaisé. Et donc, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie privée. Peut-être même c'est déjà au niveau de l'école où il faudrait commencer à véhiculer ces méthodes qui sont quand même, au fond, assez faciles d'accès pour tous. L'écoute active, c'est un mécanisme que tout le monde peut apprendre. C'est un vaste sujet là, Vanessa. Mais tu vois, c'est vrai, tu as raison. C'est pas se l'approprier et l'utiliser qui est difficile. Mais la méthode en soi. C'est vrai que la culture de la bienveillance, elle devrait être enseignée dès le plus jeune âge. Parce que c'est vrai qu'on voit en fait que dès l'école en fait, maintenant c'est vrai qu'il y a de la gestion de conflits, que ce soit entre élèves ou avec élèves et instituteurs, et que il devrait y avoir des cours sur comment mieux travailler ensemble, qu'est-ce que l'écoute active, comprendre l'autre, et c'est peut-être pas assez mis en place, mais j'espère qu'un jour nos politiques, que ce soit sur l'enseignement, que ce soit sur le travail, vont mettre la médiation au cœur des sujets. Et je voulais juste, voilà, donc aussi, puisqu'on est dans le cercle des meufs qui osent, justement, est-ce que tu remarques une évolution des conflits éventuels entre femmes et hommes? Est-ce que les choses avancent? Voilà, c'est une question. Il y a des conflits entre hommes et femmes, c'est vrai, mais ils sont atténués. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on prend à bras-le-corps, et les syndicats en première ligne, le droit de la femme au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir des inégalités en termes de salaire entre les hommes et les femmes sur un même poste. La femme ne doit pas être laissée de côté lorsqu'elle est mère de famille pendant sa carrière professionnelle. Et ça, c'est des points importants. Nous, dans nos syndicats, quand on présente une liste, il faut qu'il y ait la parité, homme-femme. Et c'est un enjeu fort, en tout cas pour nous, d'avoir les femmes au même niveau que les hommes. Et je pense que des conflits, il y en aura toujours. Mais il y a des conflits entre femmes et femmes, entre hommes et femmes. Non, c'était vraiment, voilà, c'était le rapport, moi, que voilà, plus au niveau sociétal. Plus au niveau sociétal, effectivement, voilà, c'était surtout ça. Donc non, mais le syndicaliste, en fait, est un féministe dans l'âme. Peut-être. Voilà. Voilà, excellente conclusion. Voilà. Est-ce que un petit tips? Est-ce que tu as... Alors, donc toi, tu as eu... Parce que tu nous as parlé de la force de ton entourage, même s'il y a eu des freins quand même, mais tu t'es aussi reposé sur ton entourage, le travail, les bons conseils. Mais est-ce qu'il y a un autre outil que tu as envie de partager avec toutes les personnes qui se disent la reconversion, moi j'ai un projet mais j'ose pas forcément? Oser, c'est être curieux, c'est savoir aussi se remettre en question, mais... toujours se projeter, toujours avoir une longueur d'avance, savoir pourquoi on le fait et ce pourquoi on va le faire. Et c'est toujours gagnant lorsqu'on sait en fait ce qu'on doit faire et là où on veut aller. Ok, écoute, en tout cas, est-ce que Christophe, tu aurais éventuellement un dernier mot à dire, à diffuser pour Alors pour conclure cette émission, pour les tout meufs. Simplement, pour les meufs qui osent. Mais pas que, parce que, on veut pas être clivante, nous, on est dans l'inclusivité, on est vraiment dans, il faut ouvrir, nous, on est pour justement ouvrir les studios, etc. On est à la Fondation des femmes aujourd'hui. Que l'on remercie d'ailleurs. Et donc, du coup, nous, on veut vraiment inclure les hommes dans ce combat qui est mené, effectivement. Donc, du coup, qu'est-ce que tu rajouterais donc, pour conclure cette émission ?
pour conclure cette émission, ce podcast avec cette invitation d'un homme dans cette volonté pour militer pour les femmes, c'est déjà merci beaucoup. Et, non, c'est nous ça envoie un bon signal. Et ça envoie un bon signal et ça casse les stéréotypes et les clichés des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Et je pense que le combat, il est amené à tous. Voilà, exactement. Tous ensemble, ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. On est plus fort, en fait. Tous ensemble est important. On est plus fort. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci vraiment, pour voilà, c'était super. Comme d'habitude, on a toujours des invités chouettes, nous. Ouais. Merci, à très vite dans le cercle des meufs qui osent. Très vite, merci.